Non mais sérieux, j'étais limite traumatisé. J'étais à deux doigts de lâcher la manette et d'arrêter de jouer. Tuer le personnage principal avec l'attachement qu'ils avaient réussi à créer, c'était impensable. Et pourtant, ils l'ont fait. Je n'aurais jamais aussi bien porté mon nom, hein. Pierre le Vadrouilleur. Je trouve que c'est un nom qui me convient parfaitement bien dans le monde des jeux vidéo. Que ce soit à travers les derniers Assassin's Creed, The Witcher, les Elder Scrolls ou ici God of War. J'adore explorer les maps de fond en comble. Je peux littéralement passer des heures à chercher les moindres babioles inutiles, mais qui me permettent de terminer les jeux à 100%. Parce que je mets un point d'honneur à terminer tous mes jeux entièrement. D'ailleurs, je fais toujours des photos que j'envoie à mes potes quand je les termine à 100%, comme un gros gamin. Genre, comme pour dire « Regardez, j'ai vraiment tout réussi, hein, je ne vous mens pas », alors qu'ils savent très bien que c'est impossible pour moi de mentir là-dessus. Les vrais gamers comprendront. Le moment est donc venu de vous donner mon avis sur le jeu. Au terme du jeu, je dirais que mon avis est partagé et plutôt vers le positif. J'ai trouvé les décors tout bonnement somptueux, vraiment magnifiques, au point d'être frustré de ne pas pouvoir les explorer davantage. Comme je vous l'ai dit, j'adore explorer les maps et j'ai trouvé dommage de ne pas pouvoir explorer davantage les mondes. Je pense notamment à Svartalfheim avec ses geysers ou le village des nains. J'aurais adoré les parcourir de fond en comble pour aller voir les détails des maisons, des objets entassés, etc. C'est un truc que j'adore faire dans les jeux dont les graphismes sont si bien faits. C'est examiner les éléments qui m'entourent, voir à quel point ils ont été travaillés jusqu'où va le réalisme. Par exemple, un jeu qui m'avait marqué, c'était le premier Watch Dogs. Avec le passage de son métro, avec le vent qui fait voler les feuilles et la poussière, les reflets, etc. C'est quelque chose que j'adore faire, vraiment. Ou bien voir de quoi est composée une maison, les photos dans les cadres, la vaisselle sale, des trucs comme ça, comme dans Red Dead Redemption 2. Ou encore la chair de poule sur la peau, comme dans Death Stranding. Vous aussi, ça vous arrive de vous poser comme ça, juste pour regarder à quel point les graphismes sont bien faits? Jusqu'où va le réalisme? Je suis sûr que pour des gens, ce que je dis là paraît complètement fou. Ils se disent « mais il est malade ce type, passer des heures juste à regarder les détails du jeu. » Bah si. Ça, c'était à la fois un point positif, mais aussi négatif. Les décors sont magnifiques, mais trop limités en termes d'exploration. J'ai bien aimé l'histoire dans sa globalité, le fait qu'Atreus soit jouable. D'ailleurs, je m'attendais à ce qu'il soit super chiant à jouer, vu comme il se déplace en coop avec Kratos. Mais non, j'ai bien aimé sa jouabilité, il est rapide, efficace. Et puis, bien qu'il y ait des parties sans Kratos, on n'est jamais vraiment seul. Il y a toujours quelqu'un avec nous qui nous accompagne. Je trouve que c'est un élément plutôt agréable de ce genre de jeu, on se sent moins seul. Ce qui est plutôt bizarre à dire, vu que de toute façon on est quand même toujours tout seul face à son écran. C'est quelque chose que j'avais aussi apprécié dans The Last of Us par exemple. Les longues narrations de Mimir aussi m'ont beaucoup plu. Ça permet d'en apprendre énormément sur l'univers du jeu, sans passer par de longues lectures de manuscrits. Parce que oui, je fais ça aussi. Dans The Last of Us, je lisais toutes les lettres et autres documents que je trouvais pour vraiment m'immerger à fond dans le jeu. Alors, autant je regrette le côté calme et assagi de Kratos, autant je trouve que les développeurs ont réussi à insuffler une vraie âme dans chacun des personnages. On n'est pas encore dans un The Last of Us ou un autre grand jeu qui nous fait vivre l'histoire avec nos tripes, mais on sent qu'il y a un attachement qui se crée. Et on veut en savoir plus sur les personnages. Malgré tout, je regrette un peu le Kratos en colère, ultra brutal, qui bourrinait ses ennemis et les exécutait de manière super sanglante. Comme je l'ai dit dans la vidéo que j'ai réalisée sur le développement de la franchise, que je vous remets en fiche si vous ne l'avez pas encore vu, c'était le troisième volet de la trilogie qui m'a le plus transporté. J'y ai été accro de la première à la dernière minute de jeu. C'était hyper jouissif de pouvoir tuer les dieux, de manière aussi violente. C'était du jamais vu dans un jeu. Pouvoir tuer des dieux, et surtout de manière aussi immersive et violente. Franchement, vous allez me prendre pour un psychopathe, mais l'un des moments qui m'a apporté le plus de satisfaction dans le jeu, c'est quand Kratos tue Heimdall. Parce qu'on ressent la colère en lui qui ressurgit. On se dit « Ah, le revoilà! Revoilà enfin le vrai Kratos !» Bon, ça ne dure que quelques minutes, malheureusement. Mais ça donne un petit indice sur le manque par rapport aux derniers opus. Vous aussi, ça vous a fait ça? Les combats sont bien, mais on ne se sent pas pris aux tripes comme dans les autres, je trouve. J'ai l'impression que c'est propre à la nouvelle personnalité de Kratos. D'ailleurs, un truc qui a disparu, et c'est dommage, parce que c'était un élément qui permettait une immersion supplémentaire. C'est les nombreux QTE en plus. Bon nombre d'ennemis devaient être tués avec une suite de coups à réaliser correctement, ou en bourrinant la touche pour les démolir. Idem pour tuer les boss, il fallait appuyer sur les touches au bon moment, et ça se faisait dans des combats épiques. Ici, à l'exception d'un élément de décor ou d'autre, qui peut être utilisé comme projectile, les ennemis sont tués presque automatiquement. Il suffit d'appuyer sur la touche R3 pour que Kratos les exécute.
C'est un truc qui m'a manqué, par exemple. Comme l'ouverture des coffres ou des grilles, c'est tout con, mais dans les premiers volets, il fallait marteler la touche rond pour les ouvrir, comme si on forçait en même temps que lui. Et ici, ça ne se fait plus. Alors, ça ne gâche rien au jeu, hein. Ils ont soigné la bande son, ils ont fait attention aux petits détails qui permettent de se sentir plongé dans l'univers. Alors, juste pour voir, qui s'est posé la même question que moi? Qui ici s'est demandé si Ratatosk avait été inventé pour le jeu? Parce que je ne le connaissais pas du tout, et connaissant un peu la franchise, je me suis dit que ça m'étonnerait qu'il ait été inventé. Mais après tout, pourquoi pas? Ils prennent bien une certaine liberté pour adapter la mythologie à leur histoire, alors pourquoi ne pas créer un personnage de toute pièce? Et puis, en cherchant un peu, j'ai pu constater que Ratatosk existait bel et bien dans la mythologie nordique, et que sa fonction est bien la même que dans le jeu. Je trouve ça marrant parce qu'on ne s'attend pas du tout à ce que ce soit une vraie divinité. En plus, Ratatosk, ça me faisait penser à Ratatouille. Donc ça me semblait encore plus improbable. Du coup, je me suis dit que ça pourrait faire l'objet d'une vidéo sur la chaîne. Ce serait hyper intéressant à développer. Genre, quelles sont les divinités qui peuplent l'arbre-monde Yggdrasil? Où est-ce que je voulais en venir avec ça, moi? Ah oui, rien à voir, mais vous n'avez pas trouvé le jeu méga dur au moment d'affronter les berserkers et la reine des Valkyries? Non mais sérieux, moi j'en ai chié, hein. Surtout contre le roi des berserkers. Celui-là, honte à moi. J'ai dû baisser le niveau de difficulté pour réussir à le battre. Et encore, j'ai aussi dû un peu tricher, dans le sens où j'ai modifié des paramètres pour que certains trucs soient automatiques, comme ramasser des pierres de guérison, recommencer contre le boss à 50% de vie entamée, ou encore aide à l'esquive. Parce que j'y arrivais pas. J'ai même été voir un tuto de Snir, un youtubeur qui explique comment le battre, pour savoir quelle armure mettre, avec quelles runes, etc. D'ailleurs, choisir les bonnes runes et les bons équipements en fonction de leurs statistiques et propriétés est quelque chose que j'ai préféré au précédent volet. Ça apporte une réflexion supplémentaire au combat. Et pourtant, même en suivant ces conseils, je me suis fait rétamer, et plus d'une fois. Mais j'y suis arrivé. Je suis un peu déçu d'avoir dû baisser le niveau de difficulté, mais bon, comme on dit, aux grands mots, les grands remèdes. Après, pour ma défense, je suis sûr que vous l'avez expérimenté aussi, le jeu de la caméra est immonde quand on doit se battre dans une arène comme celle-là. Il n'y a pas assez de recul, et le boss est très souvent sur le côté ou dans le dos. Sans compter qu'il s'acharne comme un bourrin pour nous tuer. Et qu'on doit parfois choisir entre récupérer un peu de vie, esquiver ou tourner la caméra, vraiment c'est super chaud par moment. Hein. Quand je vois qu'il y en a qui arrivent en mode God of War, je sais pas ce qu'on vous a fait quand vous étiez gosses, hein, on vous a martyrisé ou quoi? Non, je plaisante bien sûr, respect à vous, j'aurais pas le quart de patience que vous avez. En plus c'est super technique, très difficile, vraiment bravo. Toujours dans les anecdotes de jeu qui m'ont surprise, il y a une quête secondaire qui m'a beaucoup intrigué, jusqu'à ce que je comprenne ce que je devais faire. C'était celle du feu éternel où on doit trouver des ingrédients dispersés à travers les mondes pour faire le plat des deux divinités. Avant d'activer la quête, je me demandais à quoi pouvaient bien servir ces cœurs que je croisais en chemin. Je me disais que c'était peut-être des easter eggs ou des clins d'œil entre fans et développeurs ou entre franchises comme on peut le voir dans d'autres jeux. Et puis j'ai compris que c'était lié à la quête en question. Je trouve que c'est plutôt bien pensé, parce que ça crée une petite intrigue, on se demande leur signification, et puis ça prend tout son sens plus tard dans le jeu. Enfin, je dis plus tard, parce que ça fait partie des dernières missions que j'ai faites après le roi des berserkers. Dans l'ensemble, c'est un jeu qui m'aura beaucoup plu, même si je regrette l'absence de certains essentiels des précédents opus. Clairement, il est à classer dans les bons jeux de la franchise, et il ne serait pas impossible que je le refasse à l'avenir. Comme les 3 premiers God of War, par exemple, là où le premier des deux nordiques m'avait moins séduit. J'espère juste que Kratos ne mourra pas dans les prochains opus, parce qu'on voit qu'il prend de l'âge d'une mythologie à l'autre, et ça ne m'étonnerait pas que les développeurs le fassent mourir dans la prochaine mythologie pour transmettre le flambeau à Atreus. Ça paraît énorme, dit comme ça, je sais, mais regardez pour The Last of Us 2. On a tous été dégoûtés de voir Joel se faire tuer après quelques heures de jeu. Non mais sérieux, j'étais limite traumatisé. J'étais à 2 doigts de lâcher la manette et d'arrêter de jouer. Tuer le personnage principal avec l'attachement qu'ils avaient réussi à créer, c'était impensable. Et pourtant, ils l'ont fait. Et ça n'a fait que renforcer notre volonté de le venger à travers Ellie. En vrai, c'était un coup de maître. Mais terriblement douloureux pour les fans de la première heure. Dites-moi un peu ce que vous en avez pensé. Donc, j'espère que Kratos ne connaîtra pas le même sort. D'ailleurs, une question qu'on s'est tous posée, j'en suis sûr, c'est pourquoi les développeurs ont choisi la mythologie nordique? Eh bien, si comme moi vous êtes posé la question, ça tombe bien parce que j'y réponds juste là. Dans cet épisode, j'y parle des prémices de la saga, des raisons du choix de la mythologie nordique et des secrets du développement du jeu.